Bonjour à tous, bienvenue dans l'Europe en 43 minutes. Aujourd'hui, j'accueille Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Christine. Alors Pierre-Yves Monjal, tout le monde le connaît, mais je rappelle quand même qu'il est professeur de droit de l'Union européenne à l'Université de Tours. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser à un moment très particulier, très attendu de l'histoire européenne. C'est le fameux discours sur l'état de l'Union, donc discours prononcé par la présidente, Madame Ursula von der Leyen. Et ce discours a eu lieu le 14 septembre 2022. On a gardé un petit peu de temps pour l'analyser, pour voir un petit peu. Et d'ailleurs, je crois qu'on a aussi bien fait, parce que la situation politique générale, et notamment en Ukraine et aux États-Unis, nous obligeront à nuancer peut-être certains éléments. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, d'abord, ce discours sur l'état de l'Union, je viens de dire qu'il est attendu. Tous les européanistes regardent, écoutent ce discours. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'histoire de ce discours, l'origine de celui-ci? Bien sûr. Alors vous avez raison, c'est un discours qui est attendu parce que c'est un discours annuel et on va y revenir. Alors l'institutionnalisation de ce discours de l'Union européenne, et vous parliez d'histoire, en fait c'est une histoire assez récente, dans la mesure où c'est le traité de Lisbonne qui entre en vigueur, on le sait, le 1er décembre 2009, qui prévoit juridiquement, formellement, l'obligation pour la présidente, en l'occurrence, de la Commission européenne, de présenter ce discours sur l'état de l'Union. Et le premier discours qui a eu lieu a été prononcé le 7 septembre 2010. Et à l'époque, c'était Emmanuel Barroso, qui était président de la Commission européenne. Bon, donc nous sommes en 2022, donc c'est le 12e discours, et le 3e, en l'occurrence, de la présidente actuelle, Ursula von der Leyen. D'accord, donc un exercice qui est déjà un peu rodé, oui. Ça fait 10 ans. Oui. Un exercice rodé, mais que les Français ne connaissent pas très bien, parce que finalement, ça passe pas vraiment sur les chaînes de télévision en entier, enfin, sur certaines peut-être. Oui. C'est dommage, parce que c'est quand même la présidente de millions d'Européens. Eh bien, voilà. Et je trouve que c'est intéressant de l'écouter. Je suis tout à fait d'accord. Alors, il y a une petite couverture médiatique le jour J, donc la dernière fois c'était le 14 septembre, donc on a présenté quelques toutes petites minutes sur les différentes chaînes de télévision, on en parle aussi à la radio, mais c'est toujours très rapide. Donc on voit effectivement la présidente qui est debout derrière son pupitre, qui prononce son discours, et puis on va aussi sélectionner, j'y reviendrai tout à l'heure peut-être, les réactions des parlementaires qui généralement sont des réactions parfois très virulentes. Donc il y a toujours un peu cette mise en scène, mais sur le fond, sur ce qui est dit, on en reparlera je pense, ce n'est pas tellement traité, alors sauf, dans la presse un peu plus spécialisée sur les questions européennes. Oui, alors on l'a abordé, ce discours, il est fait devant les parlementaires européens, dans la grande salle du Parlement. C'est impressionnant, il y a 700 personnes. Donc c'est un moment solennel dans la vie de l'Europe. Oui, c'est un moment solennel, c'est un moment important. Et lorsqu'elle fait son discours le 14 septembre dernier, et les autres fois, et ses prédécesseurs également, il faut bien comprendre que le discours, c'est à la fois le bilan de l'action de la Commission européenne sur l'année en cours. Ça, c'est un élément important. Alors, bilan politique, économique, alors stratégique, évidemment, avec la question de l'Ukraine, on en rediscutera. Et dans ce discours également, la présidente de la Commission se projette dans l'avenir et ouvre un certain nombre de pistes, un certain nombre de chantiers qui vont ensuite, c'est une déclaration politique, mais ces déclarations politiques vont se concrétiser en actes. En actes, oui. C'est-à-dire en législation, puisqu'on le sait, la Commission européenne a l'initiative de la réglementation européenne. Alors, vous soulevez un point qui me semble important d'être souligné. Le discours, en effet, se fait à Strasbourg, devant le Parlement européen, avec nos 705 députés élus au suffrage universel direct, en assemblée plénière.
Le discours en lui-même dure une petite heure, guère plus, et ensuite, c'est ce que je disais à l'instant, les différents groupes politiques, il y en a 8 actuellement, en y incluant les non-inscrits, les différents groupes politiques prennent la parole, très souvent de manière critique d'ailleurs, à la suite de ce discours. Et ça va durer à peu près 2-3 heures, je pense que la dernière fois, ça durait à peu près 3 heures cette session. Alors, pour autant, le Parlement européen, à la fin, ne vote pas. Il n'y a pas de vote formel, je vais y revenir d'ailleurs aussi, mais toutefois il adopte ce qu'on appelle une résolution, c'est-à-dire que la résolution c'est une prise de position du Parlement européen sur le discours en question. Et ce qu'il faut rappeler, vous l'avez dit très justement, faut bien voir qui parle et qui parle devant qui. Alors, le Parlement européen, dont j'aime bien rappeler que c'est le deuxième plus grand parlement au monde après l'Inde et avant les États-Unis. Ce n'est quand même pas rien, c'est 350 millions d'électeurs, je crois, donc plus nombreux qu'aux États-Unis, moins nombreux qu'en Inde, bien sûr. Et c'est un vrai parlement, le Parlement européen, qui représente les citoyens de 27 pays, et qui détient des compétences absolument très étendues, extrêmement importantes. Et la Commission européenne, la présidente de la Commission européenne, tout de même, est à la tête d'une institution, la Commission, qui est la deuxième administration la plus puissante au monde, juste après Washington. Il ne faut pas oublier cela. Et sur un plan peut-être plus politique ou démocratique, n'oublions pas, le traité sur l'Union européenne est très précis là-dessus, article 17 en particulier, que la présidente, en l'occurrence von der Leyen, a été présentée à l'unanimité par les membres du Conseil européen, c'est-à-dire que les chefs d'État ou de gouvernement sont mis d'accord sur son nom, donc elle a une légitimité étatique de ce point de vue-là, même si le Conseil peut se prononcer à la majorité, je passe là-dessus, et qu'ensuite, elle est élue. Elle est élue par les députés du Parlement européen, ce qui lui confère une légitimité politique extrêmement forte. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Retour à l'Europe en 43 minutes. On parlait de la légitimité de la Commission et de la présidente de cette Commission. C'est une légitimité qui a nulle part ailleurs. Quand on regarde un petit peu rapidement, institutionnellement, les États-Unis ou l'Inde, finalement... C'est une légitimité qui n'a pas son équivalent dans le monde. En tout cas, si on veut admettre que l'Union européenne est une organisation intergouvernementale, une association d'États, ça c'est une évidence. Bien. Et la grande spécificité de l'UE, c'est notamment d'avoir ce Parlement et d'avoir cette présidente de la Commission élue par des élus. Par des élus et choisis par des chefs d'État ou de gouvernement, etc. Oui, c'est quand même important de le rappeler, parce qu'on a quelquefois tendance à tellement critiquer cette commission qui serait sortie de nulle part et tout, qu'il faut remettre les pieds sur terre et dire non, elle n'est pas sortie de nulle part, elle est sortie du vote. Elle est sortie du vote. Voilà. Et sur ce point, si vous me permettez juste peut-être une précision complémentaire, au fond, à part peut-être la période Jacques Delors dans les années 85, mais au fond, la communauté économique européenne à l'époque, c'était pas l'Union européenne, mais surtout depuis l'Union européenne, nous avons eu une succession de présidents de la Commission européenne qui restaient cantonnés au fond aux fonctions essentielles de la Commission. Organes d'impulsion, organes d'initiative, organes administratifs, donc des fonctions techniques de la Commission européenne. Ursula von der Leyen, de mon point de vue, c'est la première qui prend très au sérieux son rôle politique, plutôt qui incarne la dimension politique, la fonction politique de ce qu'elle est, c'est-à-dire présidente de la Commission européenne. Ça, c'est tout à fait singulier, c'est tout à fait nouveau. Alors en même temps, Ursula von der Leyen est une femme politique allemande qui a déjà une carrière politique très forte dans son pays, ancienne ministre notamment de la Défense, mais qui a pris très au sérieux son rôle et qui, de ce point de vue-là, n'a pas hésité, par exemple, à, vis-à-vis de l'Ukraine, lancer l'idée, on l'avait déjà évoqué d'ailleurs, d'un processus accéléré d'adhésion de l'Ukraine à l'UE, ce qui est un positionnement politique tout à fait inédit tout de même. Et puis je ne sais
plus si vous en souvenez, lorsque le président du Conseil européen, Charles Michel, se rend en Turquie avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen était derrière, sur le tabouret, sur l'estrade, puisqu'il y avait Erdogan et Charles Michel qui étaient devant. Ça l'a offusqué. À tort ou à raison, d'un point de vue protocolaire, elle était très très bien à sa place, ce n'est pas une chef d'État, elle était bien installée, mais elle s'est émue de cela. Si d'un point de vue à la limite juridique et politique, je pense qu'elle était très bien à sa place derrière, ça montre aussi sa volonté très politique de se montrer elle, et surtout de faire monter d'un cran, d'un point de vue politique, la place de la présidente de la Commission. Oui, tout à fait. Moi, j'étais très contente qu'elle râle. Je ne suis pas une juriste, mais j'étais très contente qu'elle râle en me disant, elle a raison, qu'elle y aille. Alors, on va revenir quand même à son discours, parce que qu'est-ce qu'on trouve dans ce discours ? Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un petit tableau du contenu de ce discours ? Oui, bien sûr. Alors, formellement, le discours, je l'ai dit, il est présenté en anglais, en l'occurrence. Il dure une petite heure, et le discours est également accessible dans sa version écrite. Alors c'est un texte qui fait 24 pages dans la version officielle, qui est traduit dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Et au fond, on pourrait présenter à grands traits les éléments qui structurent ce discours. Alors, qui est très singulier, et là je me permets de lire l'entame de son discours, qui, bien entendu, s'inscrit dans le contexte terrifiant ukrainien, puisqu'elle expose, Ursula von der Leyen, que pour la première fois de son histoire, ce Parlement débat de l'état de notre Union, alors que la guerre fait rage sur le sol européen. Voilà. Nous nous souvenons toutes de cette matinée fatidique, elle poursuit, de la fin du mois de février, et aux quatre coins de notre Union, les Européens se sont réveillés accablés par le poids des nouvelles qui arrivent d'Ukraine, ébranlés par le retour d'un mal implacable, hantés par les bruits des sirènes et la brutalité de la guerre. Donc, la première partie de son discours, c'est de faire l'état, hélas, d'une situation fort complexe, qui est le conflit ukrainien, et partant, elle déroule un certain nombre d'éléments qui montrent que l'Union européenne a été réactive. Alors à la fois sur le plan des sanctions à l'encontre de la Russie, mais également sur le plan stratégique et militaire, et avec une espèce de réveil ou de sursaut, alors qui ne relève pas de la compétence de la Commission, mais bon, néanmoins de la politique européenne de défense. Donc ça, c'est vraiment la partie phare de son propos. Ça m'avait frappé, voilà, c'est l'introduction de très frappant. Il est très frappant, et surtout c'est la première fois que dans l'histoire de l'Union que la guerre est vraiment comme ça, aux portes de l'Union, et même si nous ne sommes pas officiellement en guerre, c'est nos armes qui... Ce sont nos armes. Et qui impliquent absolument tout le monde militairement. Elle le dit, il s'agit d'une guerre contre nos valeurs, contre notre avenir. Alors, voilà. Il y a aussi un positionnement très idéologique, oui, peut-être, disons-le ainsi. Oui, c'est la Russie affiche sa détestation des Européens, de ce que nous sommes, de ce que nous sommes devenus, selon eux. Et là, la présidente de la Commission insiste là-dessus, sur la mise en danger, au fond, de notre Union, en tout cas au prisme du discours de Vladimir Poutine. J'avais trouvé que c'était même intéressant de voir que elle parlait, c'était pas que la sécurité énergétique, elle rappelait quand même les enjeux, les vrais enjeux. Les vrais enjeux, tout à fait. RCF à Amboise, 100.4, à Cheverny, 96.4. Ils sont artistes, scientifiques ou écrivains. Chaque semaine, des hommes et des femmes de conviction nous parlent de leur métier et de leur passion. Ils ont des parcours inspirants, une ouverture à l'autre, qui nous donne envie de nous engager, de nous émerveiller. Visage, proposé par Thierry Lyonnais, c'est ce dimanche à 19h. RCF, l'Europe en 43 minutes.
nous revenons à notre émission sur l'Europe en 43 minutes avec Pierre-Yves Monjal. Et donc, après cette introduction vraiment forte, politique d'Ursula von der Leyen, elle va évidemment rentrer dans d'autres détails et d'autres éléments. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous brosser, continuer à brosser ce tableau Bien sûr, de son discours? Voilà, et là aussi, peut-être en résumant de manière excessive, mais on l'a dit en commençant, il y a l'aspect bilan situationnel. Alors évidemment, la grande actualité, la terrible actualité, c'est l'Ukraine. Et puis, il y a l'élément prospectif. Que va-t-il se passer en 2023 ? Et une autre partie de son discours se projette précisément, et la présidente de la Commission en profite pour faire un certain nombre d'annonces. En particulier, c'est très politique, très stratégique, parmi les annonces. Elle va affirmer que les habitants des Balkans occidentaux, de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie, elle rappelle, et c'est ce qu'on disait à l'instant, font partie de la famille européenne. Voilà. Donc il y a une main tendue, un signal qui est envoyé d'espoir peut-être, et peut-être d'adhésion future. Bon, là on est sur un temps beaucoup plus long. Et puis elle va également déclarer que nombre d'entre nous, d'Européens, ont longtemps tenu la démocratie, et là on revient aussi sur ce qu'on disait à l'instant, pour acquise. Eh bien, peut-être pas. Alors j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, mais la question démocratique, la protection de ce qu'on appelle l'état de droit, qui est devenu, alors pour les juristes c'est très identifié, mais devenu une formule un peu passe-partout, mais néanmoins très importante, eh bien la protection de l'état de droit et partant de la démocratie, dit-elle, est la tâche la plus noble de la Commission européenne. Et tout à la fin, peut-être qu'on pourra reparler de cette question de l'état de droit. Par ailleurs, et ça c'est un sujet évidemment fondamental, en matière énergétique, Ursula von der Leyen va souligner que l'Union a présenté des mesures afin que les États membres à la fois réduisent leur consommation globale d'électricité, on voit bien ce qui se met en place, et de faire également émerger ce qu'elle appelle la Banque européenne de l'hydrogène, en lien avec le Pacte vert, qui est un projet allemand. Il ne faut pas l'oublier. Ursula von der Leyen est allemande, mais bon, même si l'industrie française s'y met également. Elle ajoute troisième élément, il y en a 4 au total. Sur un autre terrain également fondamental, qui est lié d'ailleurs à la conversion du secteur automobile thermique à l'électricité, que près de 90% de ce que l'on appelle des terres rares, le lithium par exemple, eh bien, ne sont pas en Europe. Et que 60% du lithium, par exemple, est transformé en Chine, exploité en Chine. Et que derrière cela, il faut développer des projets stratégiques tout au long de l'approvisionnement, de l'extraction, du raffinage, la transformation de ces terres rares. Parce que ce qui est en jeu derrière cela, outre nos appareils électroniques divers, c'est effectivement la conversion à l'électricité en France. Et en Europe, bien entendu. Oui, c'est frappant. Je trouve elle parle de la Chine de manière très claire. Enfin, très clair. C'est pas du tout un discours langue de bois. Son discours, il est très pragmatique. Très pragmatique sur la Russie, sur la Chine, sur nos intérêts. Alors là, pour le coup, je partage tout à fait votre point de vue, et c'est peut-être une vision très allemande qui parfois peut déplaire à la France. La France, on enrobe toujours, on fait des circonvolutions. Là, pas du tout. N'oublions pas que l'Union européenne a conclu un accord de commerce avec la Chine, qui a été très, 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 très largement soutenu par la Commission, d'ailleurs bâti par la Commission européenne, on l'a beaucoup reproché, mais parce que derrière cela, il y a des enjeux économiques très clairs. Moi, j'aime bien sa phrase. Bon. Le seul problème est qu'actuellement, un unique pays contrôle la quasi-totalité du marché. Et maintenant, comment on fait Maintenant, comment on fait Et donc, elle propose des accords avec le Chili, la Nouvelle-Zélande et le Mexique pour essayer de rééquilibrer un peu ces questions-là. Et son discours, il est très... il est très réaliste. Il est réaliste. Et ce qui montre également, encore une fois, la présidente de la Commission européenne, c'est elle qui initie, c'est elle qui va déposer, enfin la Commission, des projets de règlement, des projets de directives, des projets d'accords internationaux. La Commission, c'est ça. Donc on voit bien que là,
typiquement sur les questions énergétiques, oui, il y a la Chine, bien entendu, mais il y a d'autres pays producteurs, en Afrique, en Amérique du Sud, bien entendu, on a quelques gisements en Europe, qui font d'ailleurs couler beaucoup d'encre en termes d'impact. Actuellement, Oui, voilà, le lithium français. Le lithium français, où on l'a aussi qui est quand même République visiblement tchèque. une manne, Qui est une manne complètement inattendue et assez improbable et très importante, oui. Puisqu'on disait qu'on pouvait l'exploiter pendant une trentaine d'années, sur certains chiffres. C'est quand même pas mal. Ce qui n'est quand même pas mal. Ça en fait des batteries de téléphone. Ah, ça en fait des batteries de téléphone, ça vous avez bien raison. Et nos étudiants vont continuer à les faire sonner pendant nos cours en amphi. Ah oui, c'est sympa. Et puis le dernier point aussi, pour terminer juste là-dessus, qu'elle évoque, alors avec une formule, très technocratique au fond. Il faut repenser, dit-elle, la gouvernance économique qui doit être plus souple en ce qui concerne notamment la trajectoire de désendettement des États membres. Bon, en clair, à part 4 ou 5 pays qui arrivent à peu près à se maintenir à flot, tous les pays européens, dont la France, sont endettés à un niveau absolument infernal. Donc les fameux critères de Maastricht, de stabilité, etc., sont explosés depuis, malheureusement, ou c'est ainsi, tout simplement, malheureusement, j'en sais rien, depuis fort longtemps. Mais il faut effectivement réduire cet endettement. Alors comment on accompagne cet endettement, le rôle de la Banque centrale, mais indépendante, la Commission n'a pas prise là-dessus, quel plan stratégique économique que la Commission peut proposer aux États, sachant que les États font ce qu'ils veulent, encore une fois. La Commission ne propose, et elle ne fait que des recommandations sur ces questions-là. Mais néanmoins, elle est dans son rôle, de ce point de vue-là. Et je trouve que c'est même assez intéressant de voir qu'elle adopte finalement un ton beaucoup moins moralisateur que ce qui avait été quelquefois le cas sur l'endettement des pays, où la France était... Il était dogmatique et moralisateur. Voilà, il était dogmatique. Là, on a l'impression que... Il y a une réalité en même temps. Il y a une réalité. Effectivement, il faut trouver une solution. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà, principe d'adaptation. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Retour à notre émission de l'Europe en 43 minutes. Donc, nous continuons avec Pierre-Yves Mongeal à analyser le discours d'Ursula von der Leyen le 14 septembre. Donc, discours sur l'état de l'Union devant le Parlement européen au grand complet. Et d'ailleurs, je signale que ce texte complet, vous le trouvez facilement sur Internet. Vous tapez discours de l'État de l'Union de 2022, vous avez tout le texte. N'hésitez pas à le lire, il est facile à lire. Très facile. C'est pas du tout décourageant, c'est pas du tout ni dogmatique ni technocratique. C'est, je pense, un bon modèle finalement de texte. C'est un vrai discours politique. C'est un vrai discours politique. C'est quand même pas désagréable. Alors, on a vu un certain nombre de points. On pourrait peut-être revenir sur ce qui nous paraît, je pense à tous les deux, très important, c'est ce fameux état de droit dont elle parle et ce système de l'état de droit qui, dit-elle, est la cible des missiles russes. Et je trouvais que sa formulation était quand même assez bien, bien imagée et assez bien vue, finalement. C'est assez bien vu. Donc, comment vous analysez là ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a dit ? Alors effectivement, il faut bien comprendre la cohérence, si vous voulez, plutôt la mise en perspective qu'il conviendrait de faire avec ce discours sur l'état de l'Union. Avant de répondre très précisément à votre question, il faut ajouter un autre élément, c'est que, bien sûr, il y a eu le discours du 14 septembre qu'on vient d'évoquer, mais la présidente von der Leyen l'a complété avec ce que l'on appelle une lettre d'intention. Formulée par la présidente de la Commission européenne, adresser cette lettre d'intention de la Commission à la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et au Premier ministre tchèque, puisque c'est actuellement la République tchèque qui est sur la présidence du Conseil. Et dans cette lettre d'intention qui, au fond, vient compléter l'aspect programmatoire de ce qu'elle expose dans son discours. Dans cette lettre d'intention, elle détaille les mesures que la Commission entend prendre en cours d'année, notamment le renforcement ou la continuité du pacte vert européen, la problématique d'une Europe qui doit être adaptée au numérique de plus en plus, une économie au service des personnes,
chantier important, alors qu'on traîne depuis 20 ans pratiquement. Une Europe plus forte sur la scène internationale, dit-elle aussi qu'il faut consolider, qu'il faut promouvoir aussi, et on l'a évoqué finalement, notre mode de vie européen. Alors, ça veut dire quoi le mode de vie européen? C'est plein de choses, sans doute. Est-ce que c'est une réalité très palpable? Parce qu'est-ce que entre un Roumain et un Espagnol, je crois que c'est un peu compliqué de dire ça. Tout à fait d'accord. Et je pense que là, pour le coup, c'est peut-être sans doute un petit peu de la langue de bois. Mode de vie européen, on peut y mettre plein de choses. Je crois que de manière beaucoup plus profonde, on parle de l'identité européenne. Ce qu'est l'identité européenne, mais dans ses fondements culturels, religieux. Même chose. On reprend les mêmes choses. Mais bon, il faut adapter le discours. Et puis, dit-elle à la fin de cette lettre d'intention, procéder à un nouvel élan pour notre démocratie commune, qu'elle soit au niveau de l'UE ou dans les États membres. Alors, pour revenir à votre question, oui, je crois que le discours de l'Europe, il faut sur l'état de l'Union, il ne faut pas le prendre de manière isolée. Il faut l'inscrire en termes de perspective avec d'autres documents, d'autres prises de position de la Commission. Et en particulier, et alors ça maintenant tous les ans la Commission le fait aussi, la Commission a publié le 7 juillet 2002 une très importante communication sur précisément l'état de droit. C'est un document qui fait 37 pages, qui est assez dense, alors qu'il a, à la différence du discours sur l'état de l'UE, est peut-être beaucoup plus rébarbatif à lire, parce qu'il est très technique et très énumératif. Alors, c'est la question, l'état de droit, comment l'envisager? D'abord, juridiquement, au regard du traité, l'article 2 du traité sur l'Union européenne, l'état de droit fait partie des valeurs de l'Union européenne. L'état de droit, la démocratie, l'égalité, hommes-femmes, les droits fondamentaux. Bon. C'est un socle de valeurs qui est absolument commun. Alors, d'un point de vue plus technique, l'état de droit renvoie évidemment à la question démocratique, renvoie à la question de la séparation des pouvoirs, renvoie à la question de l'efficacité de nos régimes parlementaires, de l'implication des citoyens, de l'indépendance de nos juges. C'est plein de choses, l'état de droit, mais plein de choses absolument fondamentales, et qui constituent d'ailleurs notre socle commun aux 27 pays. Sauf que nous avons un certain nombre d'États, et elle le pointe très bien, et l'affaire est malheureusement connue dans cette communication de juillet 2022, qui, vis-à-vis de l'État de droit, prennent certaines libertés ou certaines distances. La Pologne, la Hongrie, qui font l'objet d'ailleurs de procédures de sanctions devant les institutions de l'Union européenne, qui n'aboutiront pas, mais bon, c'est autre chose. La République tchèque, qui n'est pas toujours au clair, la Roumanie également, qui pose un certain nombre de difficultés, et la France. Et donc on est frappé à la lecture notamment de ce rapport que la France est pointée à certains endroits pour vis-à-vis de la question de l'indépendance des juges, vis-à-vis de la manière dont le Parlement a dû, sous la pression du gouvernement, adopter, dans le cadre de procédures d'urgence, les lois très restrictives de liberté pendant le Covid, par exemple. La question des lobbies, très influents en France, et guère transparent, contrairement à ce qui existe au niveau européen. C'est assez intéressant, parce que les lobbies sont quand même très influents en Europe. Ah, mais ils sont très influents en Europe, sauf c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité, oui, là. Alors, je suis tout à fait d'accord. Sauf que vous avez l'annuaire des quelques 15 000 lobbyistes, et avec des informations très précises que l'on n'a absolument pas, nous, en France, par exemple.
RCF, l'Europe en 43 minutes. Alors vous avez tous reconnu bien sûr le concerto de Mercadante que nous avons choisi pour rythmer cette émission. Mercadante, ce grand musicien italien contemporain de Rossini. Rossini l'admirait, il a écrit beaucoup d'opéras qui n'ont pas eu un succès fantastique tous. Et il a été un peu éclipsé par Verdi, par l'éclosion de Verdi. Mais bon, c'est un petit concerto que j'aime bien, que je trouve joyeux. Et finalement, pour parler d'Europe, de temps en temps, un peu de joie, ça serait pas plus mal. On a souvent des critiques, alors on a trouvé que un petit peu de joyeuseté serait le bienvenu. Alors, on va reprendre avec Pierre-Yves Monjal, donc dans cette émission L'Europe en 43 minutes. On est en train de parler du discours de l'État de l'Union et on était en train de rappeler que l'État de droit était un élément important que Ursula von der Leyen rappelle et on sent que ça lui sert un peu de fil conducteur et elle le dit très clairement en disant c'est ça qui est attaqué, les missiles russes tombent sur Kiev et sur l'Ukraine, mais derrière c'est le système même de cet état de droit, de la démocratie qui est attaqué. Et du coup, elle va dire que ça doit nous amener à repenser, en tout cas, ça l'amène à repenser tout le programme de politique étrangère. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Oui, c'est quelque chose d'important. En réalité, quand elle dit cela, je crois, enfin, je l'analyse comme ça, elle poursuit deux objectifs. Le premier objectif, qui est un rappel, alors qui sont a priori relevé de l'évidence, mais il faut se méfier des évidences, ou il y a des fausses évidences parfois, et je l'indiquais tout à l'heure, c'est que la question de l'état de droit, ce n'est pas rien. Alors évidemment, c'est une espèce de formule qu'on emploie maintenant tout le temps, mais non, c'est quelque chose d'absolument précieux, d'absolument fondamental. Nos pays, la France, l'Allemagne, ce sont des états de droit, donc qui reposent sur des élections libres, régulières, sur un parlement, sur une démocratie, sur l'existence d'oppositions qui peuvent s'exprimer, être élues, sur le renouvellement des majorités, des gouvernements. Ça repose sur une constitution, évidemment, qui définit des droits fondamentaux, qui sont protégés par nos grands juges. Le Conseil constitutionnel, par exemple, en France. L'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs. Éviter qu'une seule personne ou un seul pouvoir soit tout à la fois exécutif, législatif et juge. Bon. L'état de droit se construit, ce n'est pas une évidence, c'est un effort constant. Et puis c'est surtout une limitation du pouvoir de l'État, une limitation des risques d'abus par le droit lui-même. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental. Alors ce n'est pas un acquis, c'est une construction, et on voit bien que de maintenir un niveau élevé d'état de droit, avec des exigences démocratiques et juridiques très fortes, ne va pas toujours de soi. On parlait de la Pologne, on parlait de la Hongrie, ces deux pays ont fait l'objet de sérieuses remises en question. Alors la Pologne semble se réorienter, notamment sur la question de l'indépendance de ses juges, dans une orthodoxie plus européenne, tant mieux. La Hongrie, c'est beaucoup plus compliqué. On a un régime très autoritaire, très fort, qui laisse peu de marge, voire quasi aucune marge, à une opposition qui pourrait démocratiquement s'exprimer. Les atteintes à la liberté d'expression sont terribles. L'indépendance des juges est extrêmement discutée. Et ce n'est pas étonnant que la Hongrie fasse partie des États qui, malgré tout, même si elle a voté, la Hongrie, les mesures de sanctions contre la Russie, néanmoins ne cache pas son amitié historique pour la Russie. Est-ce que la Pologne, qui était un peu aux premières loges avec l'Ukraine à côté, est-ce que ça explique pas aussi un peu le glissement de la Pologne qui retrouve des vertus, c'est possible. Oui, probablement, mais surtout, la Pologne devait payer 1 million d'euros par jour de retard. Généralement, ça calme assez fort, et avec la crainte de voir des fonds européens lui passer sous le nez si elle ne rentrait pas dans le rang, si je puis dire. Bon, ça, je crois qu'elle le rappelle très, très, très bien. Et puis, second élément, de mon point de vue, elle ne s'adresse pas dans son discours qu'aux États membres de l'UE. Elle s'adresse à d'autres États européens qui
pourraient peut-être vaciller sur leur base. On parlait des États des Balkans, par exemple, on parlait de la Géorgie. Bon, alors sans pour autant admettre que tous ces États ont vocation à adhérer à l'Union européenne, mais tout au moins de coopérer avec l'Union européenne. Mais l'Union européenne veut coopérer avec des États de droit, avec des démocraties. Donc, quand elle explique que les missiles russes atteignent, l'image est intéressante, également l'État de droit, alors peut-être au niveau interne de l'Union européenne, mais surtout vis-à-vis des pays qui sont plus ou moins pas sous la domination, mais la pression qui risquent d'avoir à subir des agressions. Alors, ils risquent la Moldavie, la Géorgie, bien entendu, qui risquent de subir des agressions, mais surtout qui ne correspondent pas à des standards démocratiques européens tels que nous on les voit. Donc derrière tout cela, et c'est ce que vous disiez très justement, c'est la question des valeurs. Vous parlez du mode de vie européen, mais c'est ça. Qu'est-ce qui fait que nous sommes l'Union européenne et que nous ne sommes pas n'importe quoi ? Précisément parce que nous avons des valeurs très fortes à consolider toujours, ça c'est un travail incessant, et à projeter hors de nos frontières. Alors oui, pour rassurer un peu ceux qui auraient peur que l'Union européenne s'élargisse comme ça à la Géorgie, à la Moldavie, elle rappelle qu'elle est en faveur d'une communauté politique européenne qui est donc différente de l'Union européenne, mais qui viendrait offrir à ces pays finalement un support démocratique et des liens économiques aussi, parce qu'ils en ont besoin, et nous en avons besoin, qu'ils soient plus forts pour pouvoir vendre ce que nous produisons, parce que nous sommes intéressés au premier chef, bien sûr. Et je pense que c'est quand même quelque chose de fort qu'il faut qu'on entende, ça, la communauté politique européenne. Oui, la communauté politique européenne, c'est un projet qui est initié par Emmanuel Macron. Et qui, ici, est repris dans le discours d'Ursula von der Leyen. Historiquement, c'est François Mitterrand, dans les années 90, qui avait proposé cette communauté politique européenne. Alors, c'est quoi la communauté politique européenne ? Le terme est peut-être discutable. Une sorte de grand forum qui regroupe 44 pays européens. Bon. Alors les 27 de l'UE, bien entendu, et d'autres États, en grande partie membres du Conseil de l'Europe par ailleurs. Ça se superpose un peu au Conseil de l'Europe. Alors, ça se superpose au Conseil de l'Europe, peut-être d'un point de vue géographique, bien entendu. Bon, maintenant, ce n'est pas une organisation intergouvernementale. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'institution, c'est un forum, en quelque sorte, une réunion volontaire de ces pays pour parler d'Europe. Donc, à la fois des questions démocratiques, politiques, peut-être des perspectives d'adhésion pour certains pays. Et d'ailleurs, l'idée c'est que l'Ukraine fasse partie de cette communauté politique européenne qui serait un tremplin probable, mais à mon avis, pas avant très longtemps, d'une adhésion de l'Ukraine à l'UE. Et puis, bien entendu, parce que le terme politique, ça veut tout dire et en même temps rien dire, les enjeux économiques sont très forts. Qu'est-ce que l'on va être en capacité de vendre à ces pays européens de façon... Est-ce qu'ils vont pouvoir acheter ? Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir acheter ? Donc, ce sont toutes ces questions qui sont évidemment concernées par ce projet de communauté politique européenne. L'Europe en 43 minutes sur RCF Touraine. Alors nous allons aborder un peu la dernière partie de cette émission. Et dans le discours d'Ursula von der Leyen, il y a quelque chose qui m'a intriguée, c'est ce qu'elle dit sur l'éradication de la corruption sur notre sol, sur le sol européen. Elle en parle de manière assez importante en disant qu'il faut moderniser notre cadre législatif de lutte contre la corruption. Alors la question elle est simple, on est tellement corrompus que ça en Europe ? Alors il faudrait savoir ce qu'elle entend par corruption. Oui. Il y a de la corruption. Ce sont des faits avérés, hélas, plus ou moins visibles, plus ou moins rendus publics, des corruptions qui vont conduire à des détournements de fonds européens. On estime notamment qu'il y a à peu près un peu moins d'1 milliard d'euros de fonds européens qui disparaissent à peu près tous les ans par des mécanismes frauduleux. Il y a des contrats qui sont conclus de manière extrêmement douteuse. Oui, évidemment.
La corruption, d'abord, se règle au niveau étatique, au niveau national, avec des Bien sûr, législations. Mais sauf que quand on a des actes de corruption qui engagent les fonds européens, il faut une réponse européenne. Alors les réponses, elles sont législatives, bien sûr, mais comme on sait que ce sont les États qui adoptent les législations, encore faut-il qu'ils se mettent d'accord sur les dispositifs à mettre en place. Et puis, nous avons également ce qu'on appelle le parquet européen, qui est au fond une instance de poursuite financière contre les actes de corruption, dès lors que les fonds européens seraient victimes, dans une certaine mesure, de ces actes de corruption. Donc là, effectivement, il y a un très gros travail à entreprendre. Parce que tout simplement, ça veut dire quoi ? Est-ce que tout cet argent européen qui est mis en commun est-il utilisé à bon escient, pleinement utilisé, et est-ce qu'il n'y a pas des circuits de détournement problématiques ? Évidemment que c'est problématique, parce que ce budget européen, c'est l'argent des contribuables, ni plus ni moins. Des citoyens. Et quand on voit les sommes que l'Union européenne investit depuis la lutte contre le Covid, ce sont des sommes astronomiques. C'est quand même des 700 milliards. C'est pas de la corruption sur 1 000 euros. Voilà, non, exactement. C'est même plus que ça, on a 1000 milliards. 1000 milliards, au total. Non, mais 700 milliards, 700 milliards, oui. Mais auxquels s'ajoutent d'autres programmes, qui est de l'argent mis en commun. Avec des endettements communs, alors qui vont être remboursés sur une trentaine d'années, c'est absolument colossal. Et dans le même temps, voyez-vous, c'est un sujet compliqué parce que on pourrait se poser la question de savoir si, à l'issue de ce discours prononcé par Ursula von der Leyen, celle-ci est ressortie plus forte d'un point de vue politique. Est-ce que ce discours a aussi pour vertu d'installer plus confortablement la présidente de la Commission européenne dans sa fonction politique? Alors, il nous reste que 2 minutes. Oui. Je voudrais quand même finir avec une question. Est-ce que ce discours-là, quand on le lit, est-ce que la présidente qui est Ursula von der Leyen, est-ce qu'elle sort renforcée, grandie Comment vous le voyez ? Alors, ce n'est pas simple, c'est une question d'appréciation. Alors moi j'ai ma propre appréciation que je vais essayer de présenter rapidement. Oui, elle sort nécessairement renforcée politiquement, alors symboliquement ou pas du reste. Le discours est un positionnement personnel. Et derrière la personne de la Commission. N'oublions pas qu'elle s'adresse au Parlement européen, mais également aux citoyens, aux États, aux milieux d'affaires, et à vrai dire au reste du monde. Donc ce n'est pas rien. Et un bon discours, bien présenté, porte nécessairement la présidente de la Commission. Alors après, on peut critiquer le discours, mais c'est quand même un acte très important. Et c'est une façon aussi de renouveler pour la Commission européenne sa confiance vis-à-vis du Parlement européen, puisqu'il faut savoir que le Parlement a toujours la possibilité de renverser la Commission européenne. Donc c'est un acte de renouvellement de la confiance. Et dans le même temps, et pratiquement simultanément, la présidente de la Commission est sous le feu de critiques très sévères, et même d'ailleurs très inquiétantes, du parquet européen, de la Cour des comptes européenne et de certains parlementaires européens au sujet, on l'a évoqué, des achats groupés de vaccins, Pfizer notamment. Je rappelle que c'est 4,5 milliards de doses, 71 milliards d'euros qui ont été dépensés, et on ne sait pas ce qu'il y a dans les contrats, ou plutôt on sait ce qu'il y a et on n'ose pas l'imaginer, c'est-à-dire que si les vaccins produisent des problèmes de santé graves, eh bien Pfizer ne risque pas grand-chose puisque ce seront les États qui devront indemniser les victimes, que s'il s'agit d'assurer la défense de Pfizer, les avocats de Pfizer seront payés par les États membres, ce qui est quand même assez inouï, c'est ce qui semble ressortir des fameux contrats. On suspecte même la présidente de la Commission d'avoir échangé quelques SMS pour le dernier contrat de 38 milliards d'euros d'ailleurs avec Pfizer, dont on ne connaît pas le contenu des échanges de ces SMS, et le Parlement européen, et notamment avec 2 parlementaires, Virginie Joron, députée française, Rassemblement National, et Michel Rivasi, les Verts, se sont associés pour demander des comptes à la Commission européenne. Et là, actuellement, la présidente est sous le feu de ces actions dont on ne sait pas du tout comment elles vont aboutir. C'était quand même un bon discours, il était positif. C'était un bon discours. Alors merci beaucoup Pierre-Yves Montgeal.
Et tous nos auditeurs, eh bien, à très bientôt pour une prochaine Europe en 43 minutes. Merci.